Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent notaire, pas ordinaire comme à l'habitude, c'est le moment de la chronique juridique de la semaine où je réponds à vos questions, ça me fait toujours plaisir d'avoir des questions. D'ailleurs, plus tard, à la fin de la chronique, je répondrai aux différentes questions posées en direct ici même et je vous invite à poser vos questions si vous ne voulez pas apparaître ici, mais vous voulez faire ça en différé. Je suis toujours disponible sur ma page Facebook Notaire pas ordinaire. Je vous invite aussi à vous abonner à mon groupe privé Notaire pas ordinaire sur Facebook toujours. Vous pouvez m'écrire en Messenger ou vous pouvez aller sur mon site internet, en fait par internet à mon adresse courriel info au singulier à commercial marie-josée-saint-laurent.com. Marie-Josée Saint-Laurent, c'est toute d'une traite, toute d'une fripe en mot québécois, pas de trait d'union là-dedans. marie-josée-saint-laurent.com et je vous invite aussi à visiter mon site internet au www.marie-josée-saint-laurent.com. On commence avec la question de Luc qui vient d'Amos, donc de ma ville à moi. Bonjour, notre résidence est au nom de mon épouse. Elle pense que ce n'est pas nécessaire que j'en sois aussi propriétaire, puisque par le régime du patrimoine, j'en possède 50%. Ça, c'est sa prétention. Nous avons contribué à part égale dans cette propriété. Nous sommes tous les deux âgés. Ma femme est très malade et ça m'insécurise. Première question, ai-je raison de m'inquiéter? Ben là, écoute, Luc, vous me posez beaucoup de questions en même temps et non, un régime matrimonial ne donne pas un droit de propriété dans un bien. En cas de séparation, vous n'auriez que 50%, oui, mais en valeur, en argent. Donc, c'est pas vrai de dire qu'en se mariant, on tombe copropriétaire d'un bien. C'est complètement faux. Ben oui, vous avez raison de vous inquiéter parce que moi, je dis toujours aux gens, les contrats doivent, les contrats doivent refléter la réalité. Toutes les lettres vont se mélanger dans ma bouche. Et ici, c'est pas le cas parce que vous dites que vous avez contribué à 50% dans la propriété, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Ben moi, je vous conseille fortement de faire un contrat dans lequel votre conjointe va vous céder à tout le moins 50% de la propriété parce que c'est ça qui est la réalité. Vous avez payé 50-50 cette propriété-là. Au niveau de la santé de votre épouse, ben c'est sûr que je vais y aller avec votre deuxième question, peut-être que on va en savoir plus. Vous me dites, j'ai 2 enfants adultes et l'autre, en fait, vous avez 2 enfants adultes, votre conjointe n'en a pas. Comment nous assurer que j'hériterai de la maison à son décès et que les enfants en hériteront à mon propre décès? Ben, écoutez, là, moi, je pensais qu'on s'en allait plus dans l'inaptitude, mais non, on est dans le testament. Ben, écoutez, c'est sûr que, comme je l'ai dit, les contrats doivent refléter la réalité. Nécessairement, vous devez avoir un testament, vous et votre conjointe, et c'est chacun votre testament, parce que vous me parlez de décès. Hein? Chaque contrat notarié existe pour une situation particulière et ici on parle de décès, alors on pensera au testament. Premièrement, du vivant de votre conjointe, je vous suggère fortement de vous faire déclarer propriétaire à 50-50, ça c'est du vivant de votre conjointe, et dans l'optique où un de vous deux décéderait, évidemment, il faut faire un testament si la volonté de vous et de votre conjointe c'est de vous léguer l'un l'autre vos biens. On fait ça comme ça. Et là, vous me parlez des enfants à votre décès. Ben c'est tout ça qu'on va prévoir dans votre testament et dans le testament de votre conjointe. Donc, il suffit de prendre un rendez-vous et de jaser de votre situation. Et selon votre situation, le notaire va pouvoir vous conseiller du mieux qu'il peut. Parce que faut comprendre... Parce que là, je comprends que, bon, vous avez des enfants, votre conjoint n'en a pas, vous êtes une famille reconstituée, donc ça se peut que si vous décédiez avant votre conjointe, même si c'est elle qui est malade, parce que des fois, c'est ça qui arrive, malheureusement, ou heureusement, peu importe, des fois, le hasard fait que c'est pas la personne malade qui décède, c'est l'autre. En 30 ans, j'ai vu ça souvent. Et à ce moment-là,
bien, écoutez, si c'est vous qui décédez avant votre conjointe, bien, la question se pose, est-ce que vous voulez avantager votre conjointe en totalité ou si vous voudriez aussi avantager vos enfants? Parce que si vous léguez tout à votre conjointe, ben, elle pourra faire ce qu'elle veut avec. Elle n'est pas obligée d'avantager vos enfants. Et même si elle le faisait dans son testament, elle pourrait changer son testament et vice-versa après le décès. Donc, on n'a jamais la certitude que vos volontés seront respectées, tout dépendant de la situation. Puis, on ne veut pas le connaître, on ne le connaît pas, puis on ne veut pas savoir qui va mourir en premier, quand, puis qu'est-ce qu'on va posséder. On ne veut pas savoir ça parce qu'on n'est pas rendu là, évidemment. Alors, j'espère, Luc, que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas clair, vous pouvez me revenir en privé. Mario de Gaspé. C'est loin, ça. Bonsoir. Nous avons retrouvé une photocopie chez ma mère, mes parents sont divorcés, d'un mandat en cas d'inaptitude de mon père. Nous savons qu'une photocopie n'est pas valable. Nous cherchons donc à retrouver l'original. Nous avons contacté la notaire qui a fait son testament, mais celle-ci n'a jamais fait de mandat homologué pour mon père. La photocopie que nous possédons n'était pas homologuée. Elle avait été que signée avec 2 témoins, mon oncle et ma tante. Sachez que mon père est dans un état très critique, hospitalisé actuellement en Floride depuis 2 semaines. J'en suis fort désolée, Mario. Il est dans le coma, la dialyse, respirateur, machine pour le cœur. Bref, ça va vraiment pas bien. Je suis désolée pour vous. Première question de Mario. Comment faire en ligne pour savoir si possible si mon père a fait un mandat en cas d'inaptitude? Bien, écoutez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le système au Québec, premièrement, on se doit d'obtenir une évaluation médicale et une évaluation psychosociale de votre père parce qu'étant donné qu'il est à l'extérieur, ça va être difficile d'avoir une copie parce qu'il faut qu'on vérifie l'identité de votre père. Donc, lui-même peut demander sa copie. Mais là, il est en Floride, il n'est pas ici, donc ça va être un peu complexe. Et si vous, en tout cas, de la manière que je comprends, c'est que votre père, il est vraiment inapte, ben, il faut avoir une évaluation médicale, une évaluation psychosociale de la personne inapte pour pouvoir faire la recherche de mandat à la Chambre des notaires du Québec et au Barreau du Québec pour s'assurer que c'est le dernier mandat qui a été fait. Vous me parlez d'un mandat sous seing privé, mais il n'y a rien qui empêche votre père d'en avoir fait un notarié qui est plus récent. Donc, vous comprenez que c'est pas simple dans votre situation. Puis peut-être que le délai que ça prendra pour tout faire ça, que votre père aura le temps de décéder avant. Donc, on est dans une zone grise ici. J'en suis fort désolée pour vous. Donc, voilà. Alors, si vous êtes capable d'avoir une évaluation médicale, psychosociale de votre père, on peut quand même, à la limite, enclencher le processus au Québec. Mais comme je vous dis, le système est long avec la pandémie, tout ça, c'est très long. Donc, il y a un risque que votre père en décède avant. Et si c'est le cas, ben, mon Dieu, je vous dis bon courage. Monsieur Mario de Gaspé, vous aviez une deuxième question. Si nous ne retrouvons jamais une copie originale homologuée, qu'avons-nous comme solution en cas d'inaptitude? Bien, la copie, elle devra être homologuée. On ne trouve pas une copie homologuée, elle devra être homologuée. Et vous devez savoir que, notarié ou pas, le mandat d'inaptitude devra être homologué par la Cour. Donc, ça prend les documents que j'ai mentionnés tout à l'heure pour pouvoir enclencher ce processus-là. Monsieur Philippe Rondeau, il dit ça coupe beaucoup encore, Caroline. Mon Dieu, je ne sais pas quoi vous dire, Monsieur Rondeau. Merci de me le dire, par exemple. Et effectivement, je le vois dans mon écran que ça coupe. Écoutez, je sais qu'il faisait des travaux sur la rue tantôt. Peut-être que c'est ça, parce qu'on a eu une panne d'Internet tout à l'heure et on avait peur de ne pas être capable de faire notre chronique. Et bon... la troisième question de Mario, les assurances, et nous voulons savoir qui devra prendre les décisions dans le cas d'inaptitude. Ben, les assurances, je ne sais pas trop c'est quoi votre question, je ne la saisis pas, mais bref, c'est sûr que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'homologation d'un mandat, il ne se passe rien, malheureusement. Ça prend une personne nommée dans un mandat d'inaptitude et sinon, on va devoir avoir une ouverture de régime de protection qui est la procédure par défaut qui est enclenchée pour nommer un curateur à la personne inapte. Normand de Blainville.
J'ai appris il y a quelques jours que je suis atteinte d'un cancer irréversible parce que découvert beaucoup trop tard. J'en suis fort désolée, Normand. J'ai 68 ans, suis mariée, père de 5 enfants et de 12 petits-enfants. Wow, belle famille. Mais je ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique sur mon cas et je ne veux pas de traitement de type chimio et le reste. Ben écoutez, Normand, c'est votre choix, vous avez le droit. Les DMA, est-ce pour moi? Quelle démarche dois-je entreprendre? Qui dois-je en informer? DMA, c'est les directives médicales anticipées, communément appelées aide médicale à mourir. Écoutez, il y a des conditions à ça. Là, vous êtes apte, donc vous pourrez le demander directement au médecin, l'aide médicale à mourir. Bon, c'est sûr que vous devez être en fin de vie en état irréversible. C'est le médecin qui décidera de ça. Donc, fin de vie, c'est la fin de qualité de vie. L'état irréversible, on comprend que vous en reviendrez pas. Si le médecin en vient à la conclusion que vous répondez à ces critères-là et il vous demandera les soins auxquels vous pouvez refuser. Il y en a 5. Donc, vous pouvez refuser la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l'alimentation artificielle ou forcée et l'hydratation artificielle ou forcée. En mentionnant ça au médecin, il enclenchera le processus s'il vient à la conclusion que vous êtes en fin de vie en état irréversible. Olivia de Valcourt. Moi, Valcourt, ça me fait rire parce qu'on a des gens ici à Amos qui s'appellent Valcourt. C'est un nom de famille commun ici. Donc, ça me fait toujours rire quand la ville a un nom de famille. Alors, Olivia nous demande, dit bonjour, je me suis mariée en 2006 à Las Vegas. Nous n'avons, je ne sais pas si c'est Elvis qui vous a marié, nous n'avons jamais enregistré le mariage au Québec, non, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Donc, aucun document à l'état civil. Première question, comment faire pour divorcer? Dois-je enregistrer le mariage d'abord? Ben, je suis désolée d'apprendre que le mariage n'a pas survécu. Écoutez, la façon de divorcer, si vous avez votre certificat de mariage, l'avocat verra ça. Pourvu que vous ayez la preuve que vous étiez marié. Et le certificat a été émis par quelqu'un qui avait le pouvoir de vous marier à Las Vegas, même s'il était déguisé en Elvis ou en Marilyn Monroe, peu importe. Il avait le pouvoir parce qu'il faut comprendre que les règles entourant la cérémonie du mariage, ce sont les règles du lieu où la cérémonie est célébrée. Alors, à Las Vegas, oui, on a le droit de se déguiser en Elvis ou autre beau personnage pour marier les gens et c'est permis. Et le célébrant, il a le pouvoir de signer un certificat de mariage. Donc, pourvu que vous ayez votre preuve, ça va aller. Deuxième question, quel intervenant est le mieux placé pour me conseiller ou procéder au papier? Juriste, avocat, notaire? Écoutez, vous pouvez prendre les services d'un médiateur, avocat ou notaire. Les notaires, maintenant, on peut présenter une demande de divorce au juge. Moi, je vous conseillerais fortement de vous entendre assez bien avec votre ex-conjoint pour faire la demande conjointe. Et à ce moment-là, on sauve du temps et beaucoup d'argent et de stress, d'énergie dans cette démarche-là. La dernière question de Olivia. Le divorce se fera à l'amiable. Bon, voilà. Est-il vrai qu'un notaire, médiateur familial ou simple notaire est le professionnel qualifié pour nous expliquer nos droits et obligations et pour écrire la convention couvrant toutes les conséquences familiales et financières de votre divorce? Mais écoutez, les avocats aussi le font. Nous, les notaires, on est médiateurs de par notre profession, mais il y a des médiateurs accrédités chez les notaires, chez les avocats. L'idée, c'est de prendre un seul professionnel pour les deux qui fera le travail pour vous accompagner et présenter tout ça au juge. Patricia de Brossard. Bonjour, je suis mariée avec un homme qui, lui, le faisait en secondes noces. Nous prenons de l'âge et comme sa santé n'est plus excellente, je me pose déjà certaines questions. Première question, avec la clause de donation au dernier vivant les biens, si ça c'est une clause qui est incluse dans un contrat de mariage, si mon conjoint décède, est-ce que j'hérite de toute sa part du patrimoine familial ou s'il est question d'une part seulement ou d'usufruit en rapport avec ses 2 enfants adultes de son premier mariage qui n'habitent plus avec nous? Ben, écoutez, vous me pitchez beaucoup de notions. Ce que je peux vous dire, c'est que la clause dernier vivant les biens, c'est considéré comme un vrai testament.
Et puisque, en fait, vous me posez la question, s'il y en a un des deux qui décède, ben oui, vous héritez de tous ces biens et les enfants, personne ne pourra contredire ça parce que l'institution contractuelle, ça c'est le mot savant pour dire la clause dernier vivant les biens, ben, l'institution contractuelle, c'est un testament en bonne et due forme et cette clause-là sera appliquée. Moi, je dois vous mettre en garde parce que vous semblez être d'un certain âge ou d'un âge certain, et rendu à cette étape-là de votre vie, vous devriez faire un testament, parce que la clause d'institution contractuelle, elle ne règle que le legs entre vous. Mais si vous mourrez tous les deux dans le même événement, ben on n'a plus de testament. Alors, dans un testament complet, on va prévoir l'éventualité où vous partez tous les deux, malheureusement, dans un accident en allant faire l'épicerie. OK? Donc, quand on est rendu à la retraite et qu'on est pas mal tout le temps ensemble, parce qu'on est bien ensemble puis on fait tout ensemble, le risque de partir ensemble est plus grand et c'est pourquoi on doit faire un testament où on prévoit cette éventualité-là, même si on n'est pas sûr qu'elle arrive et qu'on ne veut pas qu'elle arrive. Mais voilà. Alors, je vous conseille ça. Et vous aviez une deuxième question. Qu'en sera-t-il aussi de ces biens propres? Ben écoutez, il vous lègue tout. Donc, les biens propres, c'est les biens acquis avant le mariage. Donc, écoutez, s'il vous lègue tous ces biens par la clause d'institution contractuelle, ben les biens propres acquis avant le mariage, les biens après le mariage, tout ça vous revient de droit parce que vous avez une clause d'institution contractuelle. Mais il faut que vous sachiez que votre mari, ça ne l'empêche pas d'avoir fait un testament. Je ne veux pas vous faire peur, là, Madame Patricia, mais un contrat de mariage ou peu importe un testament, ça n'empêche pas une personne de refaire un testament à l'insu de sa ou de son partenaire de vie. Dans un de mes livres, dans mon premier livre, parce que oui, j'ai écrit des anecdotes de notaire, dans mon premier tome intitulé « Les mémoires de la maîtresse », ben, j'ai une histoire vraie qui est réellement arrivée dans mon bureau. Monsieur et Madame Vermette, ce n'est pas leur vrai nom parce que je dois taire leur identité, mais Monsieur et Madame Vermette, ça finit mal l'histoire. Ruth de Pincourt me pose la question suivante. Elle me dit « Bonjour, nous sommes trois duplex. » Nous sommes trois duplex, ça me fait rire parce que des maisons, c'est pas des vraies personnes. Ce que je comprends, c'est qu'ils ont trois duplex en copropriété horizontale. Donc, c'est comme un condo, mais au lieu d'être à la verticale, ils sont à l'horizontale. Voilà. Dont les seuls lots communs sont les toitures et les cours arrière. Donc, les parties communes de tout ça, ce sont les toitures qui se touchent et les cours arrière. Le reste est très identifié. Et elle me dit, cet automne, un des copropriétaires nous a convoqués car il avait besoin de notre autorisation pour ajouter un troisième étage à sa bâtisse. Mais semble visuellement, ça doit être bizarre, mais bon. Il nous a fourni les plans d'architecte et nous lui avons écrit une lettre autorisant les travaux pour qu'il puisse obtenir son permis. C'est écrit entre parenthèses, nous n'avons pas indiqué le nombre de voies. Il s'agissait juste d'une lettre générale d'autorisation de travaux. Ben, ce que je comprends, c'est que ça a été probablement adopté soit à la majorité ou à l'unanimité des membres du syndicat des copropriétaires. Elle me dit, malheureusement, il stationne maintenant sa voiture dans la cour, qui était une cour verte. Donc, je comprends que c'est la pelouse. Et nous trouvons que ça pollue le paysage, sans oublier qu'il roule sur les plates-bandes des voisins pour se garer. Nous avons peur d'en subir les conséquences au beau jour, donc par la pollution, le bruit, considérant qu'il n'a pas encore goudronné et qu'il n'a que retiré la clôture. A-t-on possibilité de revoir notre décision en lui interdisant d'utiliser sa cour comme stationnement? Ruth, vous me faites beaucoup rire. Je comprends que vous avez un problème, mais moi, je trouve ça bizarre que vous ayez accepté que le voisin se construise un troisième étage sur sa maison et que vous vous préoccupez de sa cour goudronnée en avant alors que c'était de la pelouse. C'est votre choix. Je faisais juste... ça me fait du bien. Je faisais juste partager mon interrogation par rapport à ça. Écoutez... ben vous pouvez, oui. En fait, là, vous l'avez autorisé. Mais c'est sûr que si... Bon, moi, je pense que le meilleur conseil que j'ai à vous donner, Ruth, c'est d'aller vous asseoir avec le voisin. Puis d'essayer de voir avec lui. C'est sûr qu'il peut avoir des servitudes ou
Mais ici, ben, il doit y avoir les servitudes de passage aussi, là, en arrière, tout ça, en avant. Puis là, il faut voir aussi la déclaration de copropriété. Est-ce que dans la déclaration de copropriété, c'était permis de faire une cour goudronnée en avant? Parce que en matière de copropriété divise comme ça, là, les condos, ben, il faut voir dans la déclaration de copropriété, parce que ça, c'est votre loi. Donc, moi, je vous référais en premier à la déclaration de copropriété. Puis, s'il n'y a rien de mentionné, ben, Caroline, soyez-vous ensemble, jasez. Puis sinon, ben, allez voir un notaire pour essayer de vous entendre. Hein? Dans le fond, c'est ce qu'on veut, c'est que vous vous entendiez. Mais déclaration de copropriété, c'est la première chose à aller examiner. Solange de Saint-Lambert. Je m'apprête à acheter la voiture de mes rêves, mais la banque me dit que j'ai trop de dettes dans mon dossier de crédit et que je ne peux pas emprunter. Pourtant, toutes mes dettes sont payées. Quoi faire? Ça, là, Solange de Saint-Lambert, c'est que probablement que vous avez fait des prêts, mais les institutions financières ont oublié d'enlever ces prêts-là de votre dossier de crédit. Vous devez communiquer avec Equifax et peut-être que Equifax vont vous demander des preuves à l'effet que ces prêts-là ont été remboursés, ou vous pouvez aussi communiquer avec les institutions financières qui vous ont fait ces prêts-là pour qu'eux enlèvent ces informations-là de votre dossier de crédit. C'est leur devoir de le faire. Malheureusement, je suis bien désolée pour vous. Mais tout ça pour dire que oui, du moment où on a fini de payer un prêt, qu'il soit hypothécaire, qu'il soit personnel, il faut toujours s'assurer, en bon québécois, qu'il n'y ait plus de lien déçu. OK? Ça, c'est le jargon, comment dire, usuel qu'on utilise, mais c'est une quittance. Mais la quittance n'est pas suffisante. Il faut faire enlever tout ça, soit sur le registre foncier quand on parle d'un immeuble, par une quittance notariée, soit par justement une radiation ou un enlèvement de cette information-là dans votre dossier de crédit. Thomas de Percé. Je ne sais pas s'il est chum avec Mario de Gaspé. Pas loin, ça, j'imagine. Gaspé, Percé, dans le même bout. La question est la suivante. Mon conjoint et moi, mariés civilement, sommes en affaires dans une petite entreprise enregistrée qui doit bientôt acquérir l'immeuble où nous opérons. L'édifice comporte une grande surface de rez-de-chaussée et 3 logements à l'étage. L'éventuelle transaction soulève pour nous plusieurs questions. On nous suggère fortement d'incorporer l'entreprise de façon à bien distinguer entre notre patrimoine familial et la compagnie. Est-ce utile? C'est toujours utile si vous n'avez pas confiance en votre projet. Donc, si vous pensez que ça réussira pas à faire des profits et que vous pouvez tout perdre, bien évidemment, vous devriez incorporer cette entreprise-là parce que tout ce que l'entreprise perdra, c'est, en fait, tout ce que vous perdrez dans cette entreprise-là, ce sera l'argent que vous avez investi. Mais il faut toujours faire attention. Si vous empruntez des sous dans une institution financière, ils vont exiger que vous cautionniez personnellement les obligations de la compagnie dont ça revient au même. Alors, il faut faire attention. Donc, oui, à certaines conditions, ça peut être utile. Encore faut-il ne pas cautionner personnellement les obligations de la compagnie. Je poursuis avec toujours Thomas. Le propriétaire étant au-dessus de ses affaires depuis quelques décennies, les loyers du premier étage sont ridiculement bas. Ça arrive énormément souvent. Quand et comment pourrons-nous les augmenter pour nous faciliter le paiement de l'hypothèque à venir? Bien, ça va être juste selon ce qui est autorisé par la Régie du logement, à moins que vous fassiez des rénovations qui justifieraient une augmentation du loyer. Sinon, il faut vous attendre que le locataire s'en aille et qu'il y ait un nouveau locataire qui arrive. Et là, vous pourrez mettre le loyer au goût du marché. Je poursuis toujours avec Thomas. Nous aimerions que le responsable des stocks de notre commerce habite l'un des logements du haut. Peut-on expulser un locataire sous ce motif? Sinon, quand pourrons-nous le faire? Malheureusement, les raisons pour lesquelles on peut expulser un locataire, c'est si notre famille veut habiter un des logements. Mais je ne crois pas que votre entreprise soit considérée comme une famille. Je suis désolée pour la communication Internet, là, Vidéotron a de la misère. Je vois ça sauter depuis tantôt, j'en suis fort désolée. Donc, c'est ça. Alors, pour mettre dehors un locataire, c'est un avis de 6 mois qu'on doit envoyer au locataire. Et la raison, c'est pour un membre de notre famille.
Donc, je ne suis pas sûre ici que vous pourriez le faire. Mais moi, j'aime ça dire que, à moins que vous vous entendiez, OK, il y a toujours moyen de s'entendre. Vous ne pouvez pas exiger, mais si vous allez vous asseoir et vous expliquer que vous lui aidez au locataire à se trouver une autre place où elle est restée, il y a toujours moyen de s'entendre dans la vie. Mais il faut comprendre que le locataire, il a le droit de dire non. OK? Urgel de Beaupré. J'ai hérité, entre guillemets, de la job de liquidateur pour un vieil oncle décédé récemment. Mes sympathies, M. Urgel. Y a-t-il un outil facile me permettant de gérer ça? Ben écoutez, moi c'est sûr que l'outil le plus utile, c'est le notaire, mais je vous offre un programme en ligne, comment régler une succession dans le confort de votre foyer et à votre rythme, disponible sur mon site internet, marie-josée-saint-laurent.com. Ce programme en ligne-là, c'est une série de vidéos que je vous ai préparées où je vous explique en long, en large et en travers. Donc, en long, en large et en travers, tout ce qui regarde un règlement de succession. Il y a aussi un aide-mémoire qui accompagne le tout où vous pouvez noter tout ce que vous aurez fait dans le cadre de ce règlement de succession-là. C'est sûr, ça n'empêche pas le notaire de vous accompagner parce que, entre autres, si la personne décédée avait un immeuble, on se doit de faire le transfert de cet immeuble-là par contrat notarié. Alors, vous aurez de toute façon besoin du notaire. Alors voilà, donc je vous invite à vous procurer ce programme-là qui peut vous aider grandement. Valérie de Laval. Je viens de passer au feu. Je suis très désolée de ça. Et je n'ai plus rien pour prouver aux assurances ce que je possédais. J'ai bien l'intention de me racheter quelque chose. Et quelle est la meilleure façon? Bon, écoutez. Là, malheureusement, pour cette fois-ci, il est trop tard. À moins que vous retraciez les contrats. Tu sais, maintenant, on achète une spatule, puis ils nous demandent notre adresse Internet, puis notre numéro de téléphone, puis pas mal tout notre pedigree au complet. Donc, ça se peut que si vous allez vous retourner dans les magasins où vous avez acheté vos meubles, par exemple, ben, ça se peut qu'ils retrouvent les factures. Alors, moi, je vous souhaite bonne chance. Pour la suite, pour la prochaine propriété, puis je vous souhaite certainement pas de passer au feu une deuxième fois, mais nous, les notaires, on peut faire un acte de dépôt. Donc, un inventaire, en fait, notarié, qui peut être dans nos minutes, à nous, dans nos coffres anti-feu. Vous pouvez faire ça vidéo. On peut mettre à l'abri du feu et du vol un document que vous avez produit. Puis, si on appelle ça un bilan patrimonial en termes de notaire, mais ça peut avoir plusieurs formes. Et à ce moment-là, ben, s'il arrivait un incendie, un vol, peu importe, ben, le document il est à l'épreuve du feu et du vol, il est chez le notaire. Et à ce moment-là, ben, le notaire peut vous émettre une copie du document et vous pouvez à ce moment-là prouver votre droit de propriété dans les biens qui ont disparu. Alors voilà. Ben, c'est tout pour cette belle chronique. Écoutez, ça tourne toujours à l'entour d'une demi-heure, mon affaire. Et M. Rondeau nous a assisté tout au long. Merci infiniment, M. Rondeau. Et ben, écoutez, on n'a pas de questions en direct aujourd'hui, mais je vous invite, si le cœur vous en dit, d'aller me poser toutes vos questions, soit sur le info@commercial marie-josée-saint-laurent.com, Messenger, bref, je suis accessible un peu partout. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Notaire pas ordinaire, à aller visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine.